merci beaucoup Monsieur Tozzi d'être parmi nous cet après-midi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et comme nous sommes le 4 janvier, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023. Voilà, donc un nouveau temps d'échange qui est ouvert aujourd'hui dans notre parcours de formation Comment refaire vivre la classe ensemble. Une troisième étape aujourd'hui sur la question du travail autour de la parole de l'élève. Comment, au cœur de la classe, au cœur de la séance pédagogique, peut-on essayer d'ouvrir un espace à la parole de l'élève pour lui apprendre à argumenter, pour lui apprendre à problématiser, pour lui apprendre à aiguiser son rapport au savoir, à prendre aussi sa place au sein du groupe en donnant de soi pour se construire en tant qu'individu et se construire au sein d'un groupe avec cette importante compétence qui est celle de l'oral, de réussir à développer une parole construite et argumentée pour ensuite devenir un citoyen éclairé et surtout un individu totalement épanoui et autonome. Donc on va ensemble s'interroger sur cet enjeu pour engager cette question et pour que cette place de la parole devienne la moins discriminante possible et au contraire devienne un levier pour les élèves et pour tous nos jeunes avec qui on travaille. Ce chemin pédagogique qui est celui de la prise de parole, il implique lui aussi des tâtonnements, il implique des maladresses quand on est enseignant, puisque enseigner, c'est essayer, c'est expérimenter. Donc voilà, on va parcourir ensemble grâce au témoignage de plus de trois personnes puisqu'on a un collège qui est représenté, en tout cas 3 témoignages qui vont de l'école maternelle jusqu'au lycée. Essayer de voir comment est-ce que l'on peut aider à cette prise de parole de l'élève pour la rendre un petit peu plus vivante au sein de la classe. Monsieur Tozzi, merci beaucoup. Vous avez accepté d'être notre grand témoin d'aujourd'hui. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université de Montpellier 3, expert auprès de l'UNESCO sur ces questions, et vous allez donc nous apporter votre éclairage sur ce démarrage de l'année 2023 pour le bien-être, l'égalité et plus de plaisir dans la classe ensemble à partager. Je vous propose que l'on donne la parole tout de suite à Madame Lucie Mazel, donc qui est dans les personnes connectées. Elle va pouvoir allumer son micro. Elle est enseignante à l'école maternelle Léonard de Vinci de Nogent-sur-Marne. On va donc écouter son témoignage et ensuite, Monsieur Tozzi, on vous laissera apporter quelques commentaires à cette première expérience de terrain et nous poursuivrons ainsi avec les autres. Donc, n'hésitez pas à mettre sur le chat un certain nombre de questions, si vous en avez, pour que l'on puisse ensuite les relayer à Monsieur Tozzi. Merci beaucoup à vous, Madame Mazel, et merci d'être parmi nous. Bonjour, merci à vous de m'avoir proposé. Donc, en effet, je suis Madame Mazel, je suis actuellement enseignante en petite moyenne section, donc en double niveau, à l'école maternelle Léonard de Vinci à Nogent-sur-Marne. Je réalise donc des ateliers de parole dans ma classe. Et mon intérêt pour ces ateliers, il est apparu vraiment il y a très très longtemps, puisque quand j'ai travaillé à Montpellier, j'étais dans une école proche de celle où enseignait Monsieur Connac. Donc ce type de pédagogie m'interpellait parce que je trouve que la place et la parole de l'enfant y est centrale. Par la suite, j'ai travaillé à Vincennes, où j'ai effectué le cadre de décharge de Cathy Cole et qui elle-même pratiquait des ateliers de parole. Alors malheureusement, je n'ai pas pu la voir réaliser un atelier, mais j'ai pu assister à l'émergence de ces ateliers, à des réflexions, à des questionnements, notamment durant les conseils des maîtres, autour de la mise en place de ces ateliers. Donc les ateliers, ils ont été conçus en se basant sur le travail de Madame Duflot, Isabelle Duflot. Et donc à la suite de, en effet, de tous ces tâtonnements, j'ai pu les pratiquer à mon tour, en commençant par des grandes sections. Cette année, avec le double niveau petit moyen, j'ai aussi entamé un travail avec les moyennes sections. La manière dont les ateliers sont mis en place, ils s'effectuent selon un rituel qui est très très défini. Donc je commence avec un signal qui peut être sonore et visuel, qui annonce le début de la séance. Elle n'a pas un temps défini, cette séance, parce que ce temps il varie en fonction de l'attrait des élèves pour la question qui est posée. On peut écourter une séance puisque les enfants ne rebondissent pas forcément dessus, ou bien au contraire la prolonger en sentant qu'il y a une appétence, un goût pour cette question, des réflexions qui sont très riches. Je réalise toujours ces ateliers au même moment de la journée, au même moment de la semaine. En ce qui me concerne, c'est le vendredi en début d'après-midi. Et une fois ce cadre est mis en place, que le bâton de pluie a retenti,
je rappelle 4 règles de fonctionnement. À chaque fois, je commence. Les 4 règles sont: on lève le doigt pour prendre la parole, on ne coupe pas la parole, on ne se moque pas, et on donne la parole en priorité à celui qui n'a rien dit. Une fois que tout est bien mis en place, je peux enfin énoncer la question du jour, la poser. Pour la question du jour, je pose je pose ma question à partir du livre Les Petits Philosophes, qui est édité chez Bayard Jeunesse. Et ce livre, il propose une multitude de questions, notamment qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un cadeau, qu'est-ce que l'amitié, etc. Et là, alors c'est là que parfois, il y a la magie de la parole qui opère. Et alors, ils énoncent des réflexions, des vérités, des phrases qui pour moi sont vraiment remplies parfois de poésie. J'avais d'ailleurs envie de partager avec vous 4 citations d'enfants. Il y a à la question qu'est-ce qu'un adulte? Un enfant m'a répondu: un adulte, c'est un enfant qui a arrêté de mettre des petits habits. À la question, durant une autre séance, quand on se trompe, est-ce que cela veut dire qu'on est bête? On m'a répondu: quand on se trompe, c'est parce que notre tête est dans les étoiles, parce qu'on rêve, ou parce que l'on a beaucoup de choses dans sa tête, comme penser à son papa, sa maman, sa famille. Enfin, dernièrement, à la question « Qu'est-ce que c'est la vie ?», on m'a répondu « La vie, c'est laisser les enfants jouer avec ses copains et regarder les arcs-en-ciel pousser. » Ou encore « La vie, c'est un train de toutes les couleurs. » Voilà. Une fois que ces temps de magie ou non ont opéré, une fois que ce temps d'échange et d'écoute est écoulé, durant tout ce temps pendant lequel j'essaye de tenir ma place, tout en relayant avec des mots-clés, je peux enfin leur lire la bande dessinée du livre et pour clore la séance, je fais retentir le bâton de pluie. À plusieurs reprises, en fait à chaque fois, je suis surprise par le fait que les enfants ne cherchent pas à entendre une réponse qui est bien définie. À chaque fois, on laisse la place. Voilà, la question est ouverte, elle reste ouverte. Il n'y a pas de bien, de pas bien. Voilà, ils demandent pas en fait. Et toi, maîtresse, voilà, la vérité, ils ont pris. Il n'y avait pas forcément de vérité. Donc j'ai fait le choix de ces ateliers, moi, parce qu'ils permettent, je trouve, de répondre totalement aux attentes institutionnelles. Ils sont une base de réflexion pour travailler un thème. Ils apprennent à penser par soi-même. Ils apprennent à être soi-même. Ils permettent de libérer la parole et de s'exprimer sans jugement. Donc, en fait, ce n'est pas à sens unique parce que dans ma pratique, ces temps, ils m'apportent énormément parce que je trouve que la parole de l'enfant, elle dit énormément de choses. Quand l'enfant, il me dit, mais je me trompe car je pense à autre chose, il me fait entendre, mais je ne suis pas toujours disponible. Je ne peux pas apprendre, être avec toi quand toi, tu le souhaites. Et en fait, ces ateliers, ils me permettent, moi, de m'interroger, de me remettre en perspective sur certains fonctionnements. Je me remets en question aussi grâce à eux, enfin, complètement grâce à eux. C'est un moment de partage, donc qui n'est pas du tout à sens unique, mais vraiment qui est double. Dans le fait qu'ils ne me demandent pas le fait d'avoir une réponse définie à une question posée, je trouve que c'est aussi un positionnement qui est très agréable parce que en tant qu'enseignant, on est très très souvent, voire de manière quasiment systématique, à devoir leur donner, leur énoncer, leur corriger quelque chose ou leur donner une vérité, valider ou non quelque chose. Et là, je suis pas celui qui détient la réponse. C'est voilà, je sors un peu de ce cadre de l'enseignant traditionnel et c'est très très agréable. Et pour le groupe classe, je trouve que ce temps, il permet à chacun de s'exprimer justement sans jugement. En maternelle, on est vite dans la répétition. Ils proposent des énoncés qui ont été énoncés précédemment par un camarade. Et là, ça les invite à penser par eux-mêmes, à ne plus être dans la répétition. J'ai entendu, donc je répète. Voilà, c'est à chacun sa vérité. Après, il y a des limites, notamment dans le fait que je suis obligée de faire ce travail en demi-groupe et non en classe entière, parce qu'il y a l'âge, il y a la capacité d'attention qui ne permet pas ce genre de séance en grand groupe. Donc justement, je voulais poser 2 questions à Monsieur Touzzi. Comment est-ce que je peux utiliser cet outil, ces paroles, afin qu'elles me servent plus largement dans leur réflexion? Quel réinvestissement, quel prolongement peut-on proposer? Et enfin, comment est-ce que l'on peut s'effacer le plus possible durant les séances afin qu'ils s'emparent de cet outil, et cela malgré leur jeune âge? Voilà, c'était le centre de ma réflexion. Merci beaucoup, Madame Mazel, pour ce très beau témoignage et ces belles paroles pour démarrer l'année, pleine de poésie et de bon sens.
Ça nous fait du bien aussi. On va laisser Monsieur Tosi réagir et peut-être apporter brièvement quelques pistes qui développera, j'en suis sûre, après les 3 témoignages. Merci, Madame Mazel. Merci à vous. Bien, merci pour votre témoignage. C'est toujours très intéressant de voir tous les efforts qui sont faits par les enseignants pour pouvoir s'adapter, disons, aux enfants, pour pouvoir leur faire donner un petit peu le meilleur d'eux-mêmes. Aristote disait par exemple, quand il définissait l'amitié, un ami, c'est pas quelqu'un qui m'est utile, c'est pas seulement quelqu'un qui m'est agréable, mais c'est quelqu'un qui me permet de donner le meilleur de moi-même, c'est-à-dire de devenir quelque part, disons, meilleur. Et je crois que dans votre pratique, moi, ce que je vois, c'est une amitié philosophique, c'est-à-dire finalement de permettre aux élèves, par la libération d'une certaine parole, mais dans un certain cadre, de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le meilleur d'eux-mêmes, c'est leur propre pensée. Et effectivement, je pense que c'est le moyen d'apprendre à penser par soi-même. Ce que j'ai remarqué, alors j'ai pris quelques notes pendant que vous parliez, l'aspect rituel me semble très important. J'ai remarqué que vous faites ça une fois par semaine, le vendredi après-midi, qu'il y a un signal, par exemple, disons au départ, donc on a un repère pour pouvoir commencer. Il y a un certain nombre de règles, c'est-à-dire que 4 règles. Donc vous avez fixé un certain cadre, c'est extrêmement important le cadre parce que ça donne des repères, disons, aux élèves. Et en même temps, disons, dans ces règles, il y a une règle, lever le doigt pour faire en sorte que on s'entende, ne serait-ce que physiologiquement. Tout le monde a le droit de parler, mais pas tous en même temps. Donc, ça veut dire qu'il faut parler, disons, un par un. Et donc, il faut se signifier qu'on a envie de parler. Hein. Lever le doigt, c'est avoir envie, disons, d'intervenir. C'est cultiver, finalement, disons, le désir, finalement, de la parole. Ensuite, il y a des règles concernant, je dirais, l'éthique communicationnelle. C'est-à-dire de ne pas couper l'autre, par exemple, d'une part. C'est-à-dire le laisser aller au bout de ce qu'il a à dire. Et de la même façon, ne pas se moquer. Alors là, c'est le respect, disons, de la personne, mais le respect de la personne à travers le respect donc de ses idées et de leur expression. Ça, c'est très important. Et la 4e règle, moi, je la définirais comme une règle démocratique. C'est-à-dire, en démocratie, on désire que les gens, disons, s'expriment, mais que le maximum d'entre eux s'expriment, et donner la priorité aux muets ou à ceux qui ne sont pas intervenus, disons, jusqu'à maintenant, etc. C'est très important pour donner au maximum leur chance à tous les élèves de parler. J'ai remarqué que le simple fait que on demande à un élève s'il a quelque chose à dire, notamment si c'est dit par un camarade, mais ça c'est extrêmement, disons, porteur. C'est-à-dire que 2 fois sur 3, un élève qui n'intervenait pas jusqu'à maintenant, lorsqu'il est interpellé par exemple par un de ses camarades, qui serait par exemple, disons, président de séance, qu'on installe plus tard que, évidemment, la moyenne des sections, hein. Et mais ça, c'est pas comme quand c'est l'enseignant qui pose lui-même, si vous voulez, donc une question. Alors, je pourrais vous décrire, si ça vous intéresse, un dispositif que j'ai mis en place pendant 2 ans dans la grande section de maternelle de le regretté Alain Delsol, qui était à l'école maternelle Lison de Gruissant, et où nous avions un président de séance, c'est-à-dire un des élèves qui regardait bien. Alors, on avait appris à l'élève à regarder un groupe. L'élève regarde toujours quelqu'un, il y a que les enseignants pour regarder un groupe. Un élève ne regarde pas un groupe, il regarde toujours quelqu'un. Et alors on disait, tu regardes une fois à gauche pour donner la parole, une fois en face, une fois à droite. Et à gauche et à droite, c'est très important parce que les élèves, spontanément, ils regardent en face, si vous voulez. Donc apprendre à regarder un groupe, disons, ça s'apprend, ça fait partie, disons, de ces apprentissages. Et à partir de là, donc le président de séance, quand une main se levait, il donnait la parole une fois à gauche, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Et le problème, c'est qui choisir. Donc on lui disait, pour faciliter, disons, le travail, mais tu donneras la parole d'abord une fois à ta gauche, une fois en face, une fois, disons, à ta droite. Ça, c'était des règles aussi pour organiser la circulation, disons, de la parole, disons, dans le groupe. J'ai remarqué aussi, alors voilà, les perles. Hein, vous nous avez cité donc 4 perles, donc qui sont toutes très très intéressantes et qui montrent que finalement une parole libre, c'est extrêmement, disons, intéressant pour pouvoir penser par soi-même. Parce que quelque part, il n'y a plus cette contrainte, disons, de l'école qui est finalement répond quand on te questionne et donne la bonne réponse. C'est-à-dire que la plupart du temps, les élèves à l'école sont dans le désir de bonne réponse du maître.
et lorsqu'on change sa propre posture, c'est-à-dire de ne pas attendre une réponse de l'élève, et bien là c'est extrêmement, disons, intéressant, parce que finalement, quand les élèves sachent qu'on n'attend pas une réponse déterminée de ce qu'ils ont de la question, disons, qui vient d'être posée, ben à ce moment-là, il n'y a plus qu'une chose à dire, c'est ce qu'on a, disons, dans la tête. Hein. Donc la condition pour que l'élève ne soit pas dans le désir de bonne réponse du maître, c'est précisément que l'enseignant d'abord n'attende pas une réponse, et une réponse vraie ou une bonne réponse, disons, de l'élève. Ça, je crois que c'est intéressant. Vous utilisez aussi un support, la BD, oui, je connais très bien donc le bouquin dont vous parlez. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi avec Jean-Charles Pétier qui a participé. C'est très intéressant avec les élèves d'avoir un support. Je vois que vous prenez, disons, un support. Alors, ils ne savent pas encore lire, hein, bon, à cet âge-là, bien qu'il y ait quelques balbutiements à la fin de la grande section. Mais enfin, le fait de leur lire des histoires, ça c'est très très important. De leur montrer une BD aussi, hein, parce qu'on a un support. Et c'est beaucoup plus facile. Le support, c'est un embrayeur quelque part pour la parole, l'envie de réagir quelque part, disons, sur un support. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis alors, ce qui est au niveau de la posture, hein, votre posture est très intéressante, c'est aucun jugement. Dès que l'élève se sent jugé, ça coupe sa parole parce qu'il est dans le normatif. Il est dans le normatif, et dans le normatif, si vous voulez, donc il rentre quelque part, disons, dans un cadre qui n'est pas forcément, disons, le sien, et qui va brimer, disons, quelque part le contenu de la parole. Donc, s'exprimer sans jugement, c'est important. Ce que vous avez dit aussi, je trouve ça très important, c'est que ces ateliers vous apportent quelque chose. À vous. On n'est plus des enfants, nous. On a perdu le souvenir de ce qu'est être enfant. Et les questions des enfants, elles sont à la fois, je dirais, massives et radicales. Il y a des questions qui posent peut-être pour la première fois. Et moi qui ai été, pendant toute ma carrière, disons, prof de philo, la culture s'interpose souvent entre la question de l'élève et le cheminement qu'on peut faire ensemble, si vous voulez. Mais précisément, l'avantage de pas encore avoir de culture, je fais pas un plaidoyer contre la culture, mais je dis que ça a au moins un avantage, c'est que il n'y a pas des réponses spontanées qui viennent. Parce que le prof de philo, ah oui, ça, tu penses comme Épictète, ah oui, tu penses comme Kant, ça c'est très bien. C'est bien, ça, pour faire le rapport entre une parole d'élève et la culture, si vous voulez, donc, des élèves. Mais au départ, et c'est le cas, disons, au niveau de l'école maternelle, il faut que les choses soient le plus ouvertes possible. Et qu'on ait une parole, finalement, qui soit pas sous contrainte. Et c'est parce que et cette parole nous surprend. C'est ça qui est intéressant aussi. Quand l'enseignant est surpris par la parole des enfants, il est complètement dans la posture opposée entre attendre une bonne réponse à la question qu'il a posée. Donc on renverse complètement, si vous voulez, le fonctionnement, disons, scolaire, et c'est ça qui va produire quelque part des effets bénéfiques, disons, sur l'enfant. Alors le faire en demi-groupe, oui, ça je crois que c'est important. Les lois de la dynamique des groupes montrent qu'en fait, plus on est nombreux, moins il y en a qui parlent. Donc, moins on est nombreux, plus il y en a qui parlent, ne serait-ce que quantitativement, si vous voulez. Mais c'est important d'avoir un nombre réduit, parce qu'à ce moment-là, ça permet à plus d'élèves de pouvoir, disons, s'exprimer. Alors, sur l'utilisation, disons, de l'outil, moi, à partir du moment où vous avez cette pratique, appuyez-vous sur votre propre pratique et essayez d'ajouter un certain nombre d'éléments. Je vous ai parlé, par exemple, du président de séance. Ça, c'est très important, la présidence de séance. Dans mon dispositif, moi, que j'ai commencé en grande section de maternelle, on avait aussi un reformulateur. Le reformulateur, c'est quelqu'un qui redit ce que son camarade vient de dire. Alors, moi, je suis toujours en soutien, si vous voulez, par rapport au reformulateur qui est à côté de moi, et je lui dis, là, écoute bien, tu vas nous redire après ce qu'il a dit. Là, c'est pour l'attention, pour qu'il se branche, hein, pour que le courant passe quelque part. Hein. Parce que ce que je trouve intéressant dans le reformulateur, c'est que ça développe 3 types de compétences de reformuler ce qui vient d'être dit par un élève. Premièrement, se brancher sur lui, le courant passe. Et donc là, je suis en capacité finalement de me mettre dans une posture d'écoute, quoi. Hein. Donc ça développe quelque part les conditions nécessaires à la compréhension. La première condition, c'est donc l'écoute. Donc, première compétence à développer, apprendre à écouter quelqu'un. Et c'est intéressant l'école maternelle parce que c'est là que tout ça prend à la base. On est en train de faire de La deuxième compétence, c'est comprendre ce qu'il a dit. C'est pas parce qu'on a écouté quelqu'un qu'on a compris ce qu'il a dit.
Donc, ça développe ce que j'appelle une écoute cognitive. Une écoute cognitive, c'est pas l'écoute psychologique qui s'intéresse plutôt à l'appréhension, disons, globale, disons, de la personnalité de l'enfant. Là, on a une écoute qui est spécifiquement tournée vers les idées. Développer son écoute cognitive, c'est apprendre à comprendre ce qu'un élève est en train de dire. Et ça développe une troisième compétence, parce que c'est pas parce qu'on a compris ce qu'on a entendu qu'on est capable de le redire. Mais par contre, si je suis capable de le redire, là, il y a de fortes chances pour que j'ai vraiment compris. Donc, c'est en même temps un moyen pour l'enseignant de savoir ce qui a été compris. C'est valorisant pour l'élève qui a parlé et qu'on reformule parce que ça lui montre que sa parole était importante, qu'elle a été comprise, donc qu'il a été écouté. Donc, vous pouvez mettre en place, disons, dans votre, essayer en tout cas, de mettre un président de séance à la façon dont je vous ai un petit peu parlé, et ensuite un reformulateur, parce que le reformulateur, si vous voulez, c'est une institutionnalisation de l'écoute. On dit oui, mais les élèves, je ne les fais pas discuter parce qu'ils s'écoutent pas. Mais c'est précisément parce qu'ils s'écoutent pas qu'il faut leur apprendre à s'écouter. Et comment leur apprendre à s'écouter? Avec une fonction de reformulateur, disons, dans la classe, qui a véritablement, disons, pour objectif de leur apprendre à écouter, à comprendre et à reformuler ce que l'autre a dit. Et c'est la reformulation, elle exige deux types une éthique cognitive, c'est-à-dire la fidélité au contenu de ce qui a été dit, et une fidélité éthique, c'est ne pas déformer ce que la personne a dit, et donc d'être fidèle à l'idée, et donc à la personne, à la personne qui a prononcé les mots. Voilà, si vous voulez, donc un petit peu, donc vos prolongements. Donc moi, j'affinerai quelque part un petit peu donc le dispositif. Essayez, vous verrez. Merci, Monsieur Tozzi, pour ces premières pistes très concrètes qui parlent à l'école maternelle, mais aussi, je crois, au collège et au lycée par rapport à la question de la reformulation ou autre. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de pistes dont on va pouvoir s'emparer. Merci beaucoup, Madame Mazel. Alors, les élèves, ils sont à l'école maternelle, mais ils grandissent et ensuite ils passent au collège. Donc, on va écouter. Alors, Madame Ducastel n'est pas disponible cet après-midi suite à un imprévu et un petit problème, mais on a l'équipe du collège Guy Môquet de Villejuif qui est là, à qui je vais laisser la parole. Donc, normalement, elles ont la main pour allumer leur micro. Si tout fonctionne bien, voilà, elles peuvent mettre leur caméra également pour celles qui le peuvent sans que ça gêne la connexion de leur côté. Et on va, je vois Madame Paillet qui apparaît, Madame, voilà, enchantée. Et donc, je vais vous laisser la parole. Voilà, alors s'il y a l'une ou l'autre qui suit, peut-être coupez vos micros et pour éviter éventuellement des petits soucis, mais je vous fais confiance sur l'organisation. On vous écoute pour votre expérimentation au collège Guy Môquet de Villejuif. Merci. Bonjour Monsieur Tozzi, Madame Kitten. Alors nous sommes effectivement au collège Guy Môquet de Villejuif et depuis quelques années, nous travaillons avec d'autres collègues sur la question de la place de la parole de l'élève. Nous avons souhaité développer nos compétences pour nous outiller afin de pouvoir aborder des questionnements qui sont parfois complexes et difficiles à aborder avec nos élèves. Notre établissement accueille un public qui connaît des difficultés sociales et scolaires et travailler sur la parole de l'élève est pour nous un véritable levier qui permet d'améliorer le climat scolaire. Nous nous formons donc depuis plusieurs années à des dispositifs permettant de faire vivre la classe, le travail de réflexion, les DVDP, mais de manière plus générale, les pratiques coopératives qui nous sont apparues comme des outils de régulation du climat scolaire qui favorisent la cohésion du groupe, qui mettent en confiance les élèves à l'oral et qui permettent d'aborder des questions socialement vives par le détour du questionnement, notamment philosophique. Donc notre établissement est de plus suivi par la CARDI, avec un statut de collège expérimental depuis 2021-2022. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont aborder dans un premier temps les apports de ces dispositifs et dans un deuxième temps, donc, nos questionnements et nos difficultés. Oui, du coup, nous voulions vous présenter un petit peu ce que ça nous avait apporté, nous, dans notre établissement, à 3 niveaux. En fait, travailler sur la parole de l'élève, ça nous a beaucoup enrichi personnellement en tant qu'enseignante, mais aussi au niveau des élèves et aussi au niveau de notre équipe
au niveau de la communauté éducative. Donc, il y a vraiment 3 niveaux d'enrichissement. Au niveau des élèves, nous avons expérimenté du coup plusieurs types de séances et de séquences disciplinaires, mais aussi interdisciplinaires, dans lesquelles nous faisons travailler les élèves par groupe, en petits groupes, sur des corpus documentaires. Ça peut être des textes, des témoignages, des films, dans le but ensuite, dans un deuxième temps, d'organiser des DVDP, donc des discussions à visée démocratique et philosophique. Du coup, ça nous permet de travailler avec les élèves sur plusieurs compétences, coopérer, puisqu'ils travaillent en groupe, mais aussi argumenter, problématiser, conceptualiser, et ça leur permet du coup de construire une problématique qu'ils vont eux-mêmes rédiger, et ils vont ensuite discuter et voter pour celle qu'ils souhaitent discuter. Donc, on va avoir, selon les thématiques, plusieurs types de problématiques. Par exemple, doit-on s'engager au point de se sacrifier? Résister, est-ce obéir ou désobéir? Est-il orgueilleux de vouloir conquérir l'espace? Ça, c'est quelques exemples de problématiques que nous avons eues avec les élèves. Ça nous permet donc de définir du coup des notions et d'exercer l'esprit critique, aussi de travailler la compétence de l'oral et de l'écoute de l'autre. Les élèves en plus prennent des responsabilités dans les travaux de groupe, mais aussi dans la discussion, puisque les élèves sont installés en cercle, et il y a donc, comme vous le disiez tout à l'heure, un président de séance qui distribue la parole, un maître du temps, un reformulateur ou des reformulateurs. Donc nous avons tout aussi un cadre sécurisant qui permet de libérer la parole de l'élève. Généralement, nous avons des retours positifs de la part des élèves qui souhaiteraient qu'on en fasse plus souvent, et nous avons parfois, par manque de temps, nous n'arrivons pas à le faire, mais voilà, les retours sont très positifs. Nous avons aussi, nous, en tant qu'enseignantes, beaucoup progressé, beaucoup réfléchi à nos pratiques, donc ça nous fait évoluer aussi dans notre didactique. Ça nous permet de construire des questionnements et des problématiques que nous ne trouvons pas toujours dans les supports pédagogiques classiques, dans les manuels. Ça nous permet du coup d'être un petit peu à faire un pas de côté avec les élèves, et nous nous laissons nous-mêmes plus de liberté et plus la possibilité de chercher des documents qui questionnent et que l'on peut confronter les uns aux autres pour ces travaux préparatoires. Donc par exemple, nous nous autorisons à donner des textes philosophiques, des citations, ce que nous ne faisions pas avant. Du coup, nous nous questionnons sur nos supports, sur nos pratiques, mais aussi sur notre posture, puisque lorsque nous faisons ce temps de parole, donc les DVDP, nous sommes installés dans le cercle, voilà, dans une horizontalité avec les élèves, ce qui nous permet à nous aussi d'être plus ouvertes au questionnement des élèves. Et je terminerai avec un dernier rapport de ces pratiques au niveau de l'équipe, puisque petit à petit, voilà, un collège, c'est une équipe interdisciplinaire, et travailler de cette manière, ça nous a permis de développer l'interdisciplinarité et de faire adhérer progressivement d'autres collègues, des nouveaux collègues, en entrant par le biais des programmes, par des objectifs pédagogiques, mais en faisant participer aussi nos collègues lors de pays, donc des travaux interdisciplinaires, sur des thématiques transversales, par exemple le progrès technique, le futur, croire, savoir, le droit, la justice, l'engagement. Ce sont donc des thématiques transversales qui nous permettent donc de nous retrouver malgré nos différentes disciplines. Et puis, ça nous permet de préparer les élèves à l'oral du brevet en travaillant des compétences du socle. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, argumenter, exercer son esprit critique. Et on voit dans notre établissement une diffusion progressive qui se fait petit à petit, mais où donc voilà, des collègues s'intéressent à ces outils, viennent observer et viennent co-animer avec nous des DVDP. Donc souvent, nous sommes 2 enseignants pour encadrer ces DVDP, ce qui fait qu'il y a une sorte d'élan, de dynamique qui se crée au sein de l'établissement, notamment par le développement de l'interdisciplinarité, et c'est ça qui donne aussi du sens à nos apprentissages et aux apprentissages des élèves. Donc voilà, nous sommes très contents de ces expériences, de ces expérimentations, mais nous avons encore quelques questionnements, et je vais laisser ce coup-ci la parole à Leïla qui va présenter ces questionnements. Bonjour, alors comme vient de le dire Élodie, on se pose beaucoup de questions sur notre place en fait en tant qu'enseignante, sur notre posture, sur
car on oscille en fait entre le lâcher prise et le contrôle. On est souvent frustré au sortir d'une DVDP sur la qualité de la réflexion de nos élèves. On se demande en quelle mesure on peut bousculer leurs pensées, on peut les guider pour les amener à élever leurs pensées. Donc ça, c'est une première question qui se pose souvent à nous. Ensuite, comme l'a dit Élodie, on utilise de nombreux documents lors des travaux préparatoires en groupe pour amener nos élèves à réfléchir, à conceptualiser et à problématiser la question qu'on leur soumet. Et nous nous rendons compte que souvent dans les DVDP, nos élèves en fait ne s'emparent pas de ces documents, de ces embrayeurs de pensée, et se laissent en fait à penser comme si en fait ils n'avaient pas fait ce travail en amont. Donc c'est aussi une source de frustration pour nous. Et en même temps, est-ce que ça fait de la DVDP un exercice scolaire, ou est-ce qu'on fait, comme on fait ce pas de côté, est-ce que la DVDP, est-ce que la DVDP est encore un exercice scolaire, voilà. Et puisque on est vraiment animé dans l'équipe à Guy Môquet justement par cette idée qu'on veut que nos élèves en fait puissent développer une pensée personnelle, authentique. Et on se demande comment on peut encore les aider à se questionner sur leur propre représentation. Voilà, avoir un esprit critique sur leur représentation et qui sont pas forcément celles qui sont attendues par l'institution. Et pour la dernière question, justement, nous posions la question de notre place lorsque nous abordons des questions vives avec nos élèves, comme celle de la laïcité, de la religion, du genre, de l'orientation sexuelle. Quel positionnement juste adopter avec nos élèves lorsque nous abordons ces questions. Voilà pour nos questionnements. Merci beaucoup, des questions complémentaires qui viennent enrichir la réflexion. Et moi, j'en aurais une aussi après, je me permettrai. Monsieur Tozzi, on vous laisse réagir. Merci beaucoup à toutes les trois pour cette belle intervention bien coordonnée et très riche. Je dis, on voit que vous avez l'habitude de l'interdisciplinarité et du travail en équipe. Ça se voit. Vous avez fait le lien que je trouve très judicieux entre classe coopérative et DVDP. Au fond, la DVDP, c'est un des dispositifs possibles dans le cadre d'une pédagogie, disons, coopérative. Pour avoir travaillé, pour avoir été l'accompagnateur de Sylvain Connac, qui est un peu spécialiste maintenant. Moi, quand il était à la ZEP de Montpellier, j'ai passé trois années, si vous voulez, donc dans sa classe. Puis il est devenu donc maître de conférence et c'est un peu la référence maintenant en pédagogie coopérative, disons en France. C'est intéressant parce que lui, il considère que la DVDP, il y a eu une grosse discussion au niveau du mouvement Freinet là-dessus. Au sein du mouvement Freinet, il y en a qui disaient, mais on a toujours donné, disons, la parole aux enfants, etc., etc. Et lui, Sylvain Connac, il a toujours défendu ce point de vue-là, que la DVDP était une institution nouvelle dans le cadre de la pédagogie coopérative. Et ce qui lui donne, disons, cet aspect-là, c'est précisément, disons, son cadre et la façon dont les choses sont organisées, un certain nombre de règles, disons, sont posées, l'objectif à la fois démocratique, disons, et philosophique. Et c'est vrai que dans la pédagogie Freinet, on a fondamentalement cette perspective, disons, d'entraide, de paroles données, de réflexivité, etc., mais pas aussi organisée, je dirais, que dans une DVDP. Et c'est d'autant plus facile, finalement, d'introduire la DVDP dans une classe qu'on y pratique déjà la pédagogie coopérative et l'entraide, si vous voulez. Donc ça, c'est un point qui est très, très, très important. Alors, je voudrais intervenir d'abord sur le questionnement. Vous avez beaucoup parlé, disons, du questionnement, et ça, c'est très intéressant dans la pédagogie scolaire d'avoir une culture, disons, du questionnement. Très souvent, on considère que l'école, elle est là pour apporter les réponses que l'humanité s'est progressivement posée, disons, dans l'histoire. Et alors, les réponses aux questions qui sont posées, que les hommes se sont posées, c'est par exemple la science, etc., etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que
c'est le questionnement qui arrive, disons, en premier, et pas le questionnement, disons, des enseignants, mais le questionnement, disons, des élèves eux-mêmes. Alors, un indicateur est simple, vous dites, ils trouvent qu'on n'en fait pas assez. Donc, dans des classes, bon, avec des élèves qui ont des problèmes à la fois scolaires, sociaux, comme vous avez mentionné, etc., avoir de la motivation, avoir gagné la motivation, c'est-à-dire de ne pas passer tout son temps à essayer de motiver les élèves, mais de prendre les élèves là où ils en sont, de leur motivation pour apprendre un certain nombre de choses, je trouve que ça, c'est formidable, quoi. Si la DVDP provoque, disons, la motivation, disons, des élèves, faisons des DVDP. À condition, évidemment, que ces DVDP soient formatrices. Mais ça, bon, je crois l'avoir, disons, suffisamment démontré, et vous en avez parlé, disons, vous-même, pour développer un certain nombre de compétences. Vous avez cité aussi un certain nombre de questions que vous êtes posées sur qu'est-ce que c'est que résister, est-ce orgueilleux de conquérir l'espace, etc., etc. C'est intéressant parce que ce sont des questions qui sont à la fois posées, par exemple la question de l'espace, avec une actualité, hein, c'est une question contemporaine, hein, bon, voilà, tout à fait. Et en même temps, si vous voulez, la question de faut-il désobéir, ou etc., le problème de la résistance, etc. C'était déjà la question que posait, par exemple, la Boétie, hein, dans le traité sur la servitude volontaire. Ce sont des problèmes, si vous voulez, philosophiques qui se posent depuis que l'humanité, depuis que l'anthropologie, depuis que les hommes sont rentrés finalement quelque part, les humains plus exactement, dans l'humanité. Hein. Donc là, je crois que vous abordez vraiment de front ces questions-là. Alors, et que vous abordez un certain nombre de supports et que vous pensez que des fois les supports ne sont pas trop adaptés pour ce genre, disons, de sujet. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous faites partie, est-ce que vous avez été formé dans le cadre, dans le 93 de Philogène? Est-ce que vous avez eu une formation? Oui, je vois. Léla, oui, c'est ça. Alors ça, c'est très important parce que nous avons organisé, Jean-Charles Pétier, Edwige Chirouter, qui est la titulaire de la chaire de philosophie pour enfants, et moi-même, nous avons fait un certain nombre de fiches, 17 je crois pour le secondaire et une dizaine, disons, pour l'enseignement, disons, primaire. On a commencé par le secondaire parce que c'est là où il y avait le moins de documents qui pouvaient servir, disons, pour la DVDP. Il y en avait beaucoup dans le primaire, mais pas encore assez pour le secondaire. Et donc sur le site, et c'est très simple, hein, mais je pense que vous le savez, donc je le dis pour tout le monde, Philogène, en un seul mot et au pluriel, philogène.org. Et bien là, vous trouverez un onglet où il y a marqué matériel pédagogique, alors jusqu'à 10 ans, et puis à partir, disons, de 10 ans. Et là, vous trouvez plein de fiches, et qui sont particulièrement adaptées, je veux dire, aussi à votre public, puisque ce sont des fiches dans le cadre d'une opération franco-québécoise de prévention, disons de la violence. Et la DVDP est considérée comme en amont un travail précisément de prévention, disons, de la violence, dans la mesure où on apprend les élèves à s'écouter, on suspend la violence dans le langage, c'est-à-dire les injures, ou la violence dans le corps, c'est-à-dire les coups, par précisément la discussion. La discussion arrête quelque part un petit peu la violence. Et la culture de la discussion, c'est une culture qui rompt avec la violence, et pour donner aux élèves un espace quelque part, disons, de réflexion. Alors, ce qui est intéressant dans la DVDP, mais vous l'avez bien dit aussi, c'est que on est dans un cadre. Ce cadre est extrêmement robuste, en ce sens qu'il y a des règles, bon, etc. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait certaines règles, si vous voulez. Moi, je donne aussi comme règle, par exemple, essayer d'apporter des idées nouvelles. Parce qu'apporter des idées nouvelles, c'est éviter à ce moment-là qu'il y ait des répétitions, et donc que ça fait en sorte qu'il puisse y avoir une progression dans la discussion. Hein. Donc ça, c'est une règle. Ne répétez pas ce qui a déjà été dit, mais apportez des idées nouvelles. Donc ça, c'est important, disons, aussi dans les et puis aussi tendre la perche à ceux qui n'ont pas encore parlé ou à ceux qui ont peu parlé. Ça, c'est très important. Hein. Cette règle-là, j'ai vu sur 5 ou 600 DVDP là, donc que j'ai dû animer ou auxquels j'ai observé, etc. Quand un élève tend la perche à un autre élève 2 fois sur 3, elle est prise. Alors que cet élève n'aurait peut-être pas participé à la discussion. Donc cette règle qu'on donne au président de séance de tendre la perche aux élèves qui ne sont pas encore exprimés au bout de 10 minutes, par exemple, ou un quart d'heure, ça n'est pas le temps que dure la DVDP, c'est extrêmement important. De la même manière que si des élèves continuent à être muets, ça peut être très important de faire une pause un peu structurante en disant on se remet tous
devant la question, là, et puis ensuite, maintenant, on écrit une phrase ou on écrit un petit paragraphe pour répondre maintenant à cette question à partir de tout ce qu'on a entendu. Et puis après, c'est 3 ou 4 minutes de pause où on a écrit une phrase, 2 phrases, ou un petit paragraphe. On demande aux élèves, si vous voulez, de lire ce qu'ils ont écrit et à demander aux élèves qui ne se sont pas exprimés dans la discussion de lire ce qu'ils ont écrit. Et puis s'ils ont encore un certain nombre, disons, de difficultés, on demande à leur voisin, qui est souvent d'ailleurs un ami, on s'assoit pas, on le sait bien, n'importe où, de le lire. Comme ça, on entend la parole, ou d'une manière indirecte, ce qu'un élève pense, et ça accroît, d'abord ça valorise l'élève que les autres entendent ce qu'il a dit, et ça apporte souvent des idées, disons, complémentaires. Ça, c'est un point qui me semble important. Donc, il y a un cadre, et alors, j'ai beaucoup discuté avec des psychanalystes, plus le cadre est robuste, plus la parole est libre. Ça, si vous voulez, c'est une espèce de paradoxe, parce que dans un cadre robuste, on a des repères. Et on sait, si on a le droit de parler, à quel moment, etc., qui fait quoi. Il y a des rôles. Donc le président de séance, c'est pas la même chose que le reformulateur, c'est pas la même chose que le synthétiseur, c'est pas la même chose que l'observateur, etc., etc. Et donc on est dans un système où finalement chacun a besoin de tous les autres pour que ça puisse quelque part fonctionner. Et c'est pour ça que ça s'applique bien à la pédagogie, disons, coopérative. Donc dans ce cadre-là, la parole est libre, elle est d'autant plus libre qu'il n'y a pas de jugement de valeur sur ce que les élèves disent. On compte quelque part, si vous voulez, donc sur la richesse, disons, du groupe. Il y aura tout. Si un élève, par exemple, un garçon, a une phrase machiste, oui, les femmes, elles sont bonnes à faire la vaisselle, etc., etc. Il y aura toujours une fille, par exemple, dans le groupe pour réagir. Donc il faut faire beaucoup confiance au groupe pour combattre quelque part les stéréotypes ou les préjugés. Alors le problème peut se poser quand toute une classe est par exemple raciste sur un certain point ou homophobe ou etc., etc., etc. C'est là où il faut prendre à ce moment-là, disons, des exemples, faire des détours. Par exemple, moi j'utilise pas mal, disons, l'avocat du diable. Ah vous savez pas par rapport à tout ce que vous dites. Voilà, par rapport à cette question, vous vous dites ça. Voilà, et je reformule finalement un peu le point de vue dominant. Et je dis, mais l'autre jour, j'ai entendu un élève là dans telle ou telle classe, qui disait complètement le contraire de ça. Et vous savez pas ce qu'il disait? Et là, je dis, et en même temps, je l'argumente un petit peu. Donc, j'ai modalisé le point de vue adverse. Ça n'apparaît pas comme mon point de vue. Sinon, à ce moment-là, quand on est ado, et si c'est le prof qui le dit, on lui rentre dedans, quoi. Mais par contre, si j'ai modalisé, c'est-à-dire j'ai entendu dire que, ou etc., et qu'est-ce que vous penseriez si on vous donnait l'argument suivant par rapport à tout ce que vous disiez, etc., la modalisation d'un propos qui va contre le propos dominant, quelque part, n'apparaît pas comme le point de vue du prof, c'est le point de vue d'un autre, mais un autre point de vue. Et du coup, ça remet quelque part, disons, dans le questionnement, puisque c'est la même question, on a entendu le point de vue dominant et un point de vue, disons, minoritaire. Et je trouve que c'est un bon moyen, l'avocat du diable modalisé, pour précisément combattre les stéréotypes et les préjugés. Alors, sur les questions que vous posez, la posture est très importante. On l'a vu déjà, disons, précédemment. On est dans le cadre de l'institution scolaire, avec un dispositif, ça répond un peu à la question, est-ce que c'est un exercice scolaire? C'est un exercice scolaire déscolarisé. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de l'institution, c'est un moment, la DVDP, mais dont les règles de fonctionnement ne sont pas exactement les mêmes au niveau de la forme et au niveau du contenu, et surtout au niveau de la posture, que dans les temps normaux, si vous voulez. Par exemple, et ça c'est intéressant d'avoir un travail interdisciplinaire. Par exemple, supposons que on travaille sur le chef. Qu'est-ce qu'un chef? Est-ce que c'est bon d'avoir des chefs ou pas, etc., etc. Et on demande aux élèves de prendre des exemples. Alors ils vont prendre Staline, ils vont prendre Hitler, ils vont prendre Mao Tse-tung, ils vont prendre actuellement donc Xiaoping ou Poutine. Bon, c'est encore plus récent, etc., etc. Et là, on va avoir, ce sont des exemples. Et ça va être intéressant d'utiliser des exemples pour argumenter sur l'intérêt ou pas d'avoir un chef, ou bien qu'est-ce qu'un bon chef. Voilà.
Parce que même si on est d'accord qu'il faut de temps en temps, mais des chefs, il y en a aussi, disons, en démocratie, mais la différence, c'est qu'ils sont élus et qui sont pas arrivés là par un coup d'état militaire ou simplement par une révolution, quoi, si vous voulez. Hein. Donc, du coup, c'est très intéressant de prendre un certain nombre, disons, d'exemples pour illustrer un petit peu ce qu'on dit. Et c'est le va-et-vient entre le réel concret des élèves et puis ensuite l'abstraction. Et inversement, quand on est trop dans l'abstraction, tu peux me donner un exemple? C'est ce va-et-vient entre l'abstraction, si vous voulez, et le concret, le vécu, qui fait le mouvement même, quelque part, disons, de la pensée. Donc, alors ça mène à la deuxième question que vous posez, c'est les questions vives. C'est là où, c'est-à-dire que si pour continuer sur mon exemple, si vous voulez, s'ils disent à un moment donné, supposons un point de vue négationniste, hein, ça m'est arrivé ça dans une 5e, où par exemple, un élève dont les parents étaient certainement donc négationnistes et qui avait bien compris un petit peu de ce quoi il s'agissait, et bien il commence à dire les chambres à gaz n'ont pas existé, etc., etc. Alors, je travaille avec une prof de français, pour ça elle n'était pas juive, mais qui n'a pas supporté et qui a arrêté le débat en disant vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas dire ça. Mais ça, cette phrase-là, vous pouvez pas dire ça, c'est la phrase à éviter dans le moment de l'atelier philo. Parce que dans un atelier philo, on peut tout dire. On peut tout dire à condition d'argumenter et à condition que le point de vue qu'on vient de dire, il soit contredit par d'autres. Alors là, c'est intéressant à ce moment-là, si vous voulez. Mais là, par exemple, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Comment, par exemple, que ce soit sur l'homophobie, sur le machisme, mais ça peut se poser aussi sur le problème de la religion, hein, vous en avez parlé, sur le problème de la mort, hein, vous n'avez pas parlé de la mort, mais c'est quand même une question extrêmement, disons, sensible, la question, disons, de la mort. Là, par exemple, moi j'aurais dit, écoute, alors là tu dis que les chambres à gaz n'existent pas. Ça, c'est un problème d'histoire, hein, c'est pas un problème, disons, de philo. Alors, je te conseille d'aller poser la question à ton prof d'histoire. Voilà. Parce que dans les différentes disciplines, on a à faire passer un programme, et c'est important, parce que l'école est là pour transmettre un certain nombre de connaissances. Mais dans l'atelier philo, on n'est pas là pour transmettre des connaissances, on est là pour interroger les connaissances elles-mêmes, poser, disons, un certain nombre, disons, de questions. Et le travail interdisciplinaire, il sert à répondre peut-être à des questions auxquelles on ne répond pas dans l'atelier philo, mais auxquelles peuvent apporter leur contribution les autres collègues qui sont, disons, dans des disciplines. Monsieur Tozzi, oui. Excusez-moi, je me permets juste éventuellement, si vous êtes d'accord pour qu'on laisse la parole à Madame Ducastel, puisqu'on vient de la retrouver, elle a réussi à se connecter. Voilà, juste pour compléter une autre expérience au collège, si ça vous ennuie pas, et puis on reprend cette question autour des questions vives juste après, mais comme elle risque d'avoir un petit empêchement avec un petit bout de chou apparemment, je lui laisse la parole tout de suite. Merci pour tout, Madame Ducastel. Merci. On a quelques questions à vous poser donc au collège Chevreul, Monsieur Tozzi, au sujet d'un projet. Enfin, c'est pas vraiment un projet, c'était en fait une séquence qu'on a menée en accompagnement personnalisé avec une classe de 5e autour du film d'Abbas Kiarostami, Où est la maison de l'ami. Je vais vous résumer en 2 mots le film dont il s'agit. Kiarostami filme un enfant, un petit garçon, qui transgresse l'interdit de l'adulte pour aller rendre son cahier à un camarade de classe qui risque le renvoi de l'école. Et ce petit garçon, il est sans cesse confronté à des adultes qui ne l'écoutent pas. Comme a dit une élève, justement, on dirait il ressemble à une mouche ignorée par les adultes. Sa parole n'atteint pas la très grande majorité d'adultes, donc à part un. Sa parole n'atteint pas l'adulte. La parole de l'enfant n'est pas prise en compte. On a étudié ce film l'année dernière, donc dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, avec cette classe de 5e marquée par de gros conflits internes. Cette classe ne parvenait absolument pas à s'écouter, ni même à réellement se supporter les uns les unes les autres. Leur prise de parole était la grande majorité du temps spontanée, sans filtre, sans écoute mutuelle. Une parole qui prenait quasi uniquement la forme d'une réponse au professeur,
Et par ailleurs, l'élève souvent n'écoutait pas le retour du professeur sur sa question. On avait souvent, par exemple, la même question qui pouvait être posée par des élèves dans un très court laps de temps, parce qu'ils ne s'écoutaient pas les uns les unes les autres. Alors avec Madame Slimani, nous avons donc procédé de la façon suivante. On a visionné le film avec les élèves. Il y a eu ensuite un travail individuel à l'écrit de réception du film, ainsi que des questions de compréhension. Nous sommes ensuite passés à un travail de groupe afin que les élèves réfléchissent et échangent entre eux. On a fait une communauté de réflexion qui devait mener à des temps de conceptualisation, d'argumentation et de problématisation. Le travail de groupe était organisé, bien sûr. Il y avait donc un ou une chef de groupe, un ou une référent temps, synthétiseur, synthétiseuse, référent calme. Et la parole a pu circuler. Ça, vraiment, on s'en est assuré. Les élèves devaient notamment donc déterminer les grands thèmes du film et trouver, rédiger 1 à 2 questions. Des questions qu'ils devaient ensuite proposer à la classe. Les grands thèmes étant donc le rapport à l'adulte, la transgression, jusqu'à où est-ce qu'on doit obéir, jusqu'à quand, le courage et l'amitié. Donc plusieurs questions ont été soulevées par les élèves. On est parti du film en fait pour généraliser. Le but, c'était vraiment de passer de questions souvent fermées à un questionnement et pourquoi pas une problématique. L'idée, c'était aussi d'essayer de trouver des questionnements qui pouvaient les toucher de façon plus profonde, de façon assez profonde. En conclusion, on a eu plusieurs problématiques. Il y avait faut-il avoir du courage pour dépasser ses peurs, par exemple. Désobéir, est-ce courageux? Et l'amitié mérite-t-elle de braver les interdits? C'était un des exemples de problématiques auxquelles on a abouti. Aussi, un héros peut-il désobéir? Donc en lien avec le programme de 5e, en français. Voilà, l'idée c'était un peu de travailler le pas de côté, de permettre en fait on a essayé de faire comprendre aux élèves que réfléchir, ça prend du temps. Que ça demande de se confronter à la pensée de l'autre et le but c'était aussi qu'ils se sentent un peu plus comme un collectif. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et la question qu'on voulait vous poser, une question peut-être un peu plus précise, c'était justement, alors qu'on a des heures de cours qui sont somme toute très courtes, comment est-ce qu'on peut accompagner les élèves pour essayer de leur faire prendre conscience que on leur demande non pas des réponses, mais une pensée authentique et argumentée. Comment on leur montre que là, c'est eux qui pensent, c'est ce qu'on attend d'eux. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour un témoignage complémentaire et qui rejoint un petit peu ce qui était posé par les autres collègues du Collège Guy Môquet. Je vais redonner la parole à Michel Tozzi et simplement rappeler qu'ensuite on donnera la parole à Madame Briand qui est en lycée pour un dernier témoignage avec un autre regard encore. Monsieur Tozzi, je vous laisse réagir à nouveau à ces éléments supplémentaires. Vous prenez l'exemple, disons, d'une classe, on va dire une classe difficile, quoi, c'est-à-dire une classe où les élèves ne sont pas, disons, vis-à-vis les uns des autres, vis-à-vis de l'enseignant ou de l'enseignante, dans une position un petit peu, disons, d'écoute, et où finalement on est un peu, finalement, plus ou moins dans les rapports de force et que l'enseignant essaye de réguler avec un certain nombre, disons, aussi des zones de difficulté. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tout l'effort que vous avez fait à partir du travail en groupe pour organiser précisément, disons, la parole. Je disais, l'écoute, c'est quelque chose qui s'apprend. Et alors, tout le problème pédagogique, et qui est un problème aussi de didactique et de l'oral, c'est comment on peut apprendre aux élèves à s'écouter les uns les autres. Ça, c'est une problématique très intéressante et d'autant plus actuelle dans des classes où précisément, donc,
on a de la parole qui est informelle. Vous avez parlé de spontanéité, disons, des élèves, inorganisée, où le groupe ne fait pas, il n'y a pas de cohésion, donc il y a pas de groupe classe. Il y a une addition finalement, disons, d'individus, et où l'activité, disons, des élèves se résume à quand le prof pose une question, donc on lui répond, ou alors quand les élèves posent une question, ils n'écoutent pas la réponse, disons, de l'enseignant. Donc voilà. Donc c'est une situation un peu apocalyptique, hein, disons au départ. Hein. C'est-à-dire comment finalement, non mais c'est extrêmement, disons, démoralisant, quoi, d'être face à une classe dont on voit pas par quel bout on peut la prendre pour tenir, comme on dit, tenir sa classe, si vous voulez. Donc faire en sorte que ce tas devienne un tout. Voilà, problème. Comment on fait d'un tas un tout? C'est-à-dire d'une addition d'individus, un groupe. Un groupe avec une cohésion et avec une cohérence. Alors moi, je crois que les questions philosophiques peuvent être un des biais par lesquels on rentre dans l'accompagnement d'un groupe, l'accompagnement, je dirais, d'une addition d'individus, disons, vers un groupe. Alors pourquoi? C'est ce que j'appelle la socialisation cognitive. On peut essayer de socialiser les élèves en faisant en sorte, qu'ils s'écoutent les uns les autres, en moralisant, etc. C'est pas très efficace. Hein. Toute moralisation n'est pas très efficace. L'expérience, disons, nous le montre. Mais pourquoi la question philosophique peut nous faire rentrer dans une socialisation cognitive? Une socialisation cognitive, c'est une socialisation qui se produit par les idées que l'on va discuter ensemble. Le propre d'une question philosophique, c'est qu'elle concerne moi et qu'elle concerne tous les autres. C'est une question concernant la condition humaine. Personne ne peut rester indifférent par rapport à des questions telles que est-ce que la vie a un sens? Est-ce que l'amour, c'est une illusion? Est-ce que l'amitié, ça peut durer longtemps? Voilà, je vous prends quelques exemples de questions posées par les élèves eux-mêmes. Ces questions leur parlent. Et très souvent, d'ailleurs, ce sont leurs questions. Alors peut-être qu'ils les ont pas. On peut avoir des questions sans se les être formulées. Ce qui est intéressant en philosophie, c'est qu'on va faire un effort d'abord pour formuler les questions. On crée l'espace de leur formulation. Ça, c'est par exemple la DVDP, c'est-à-dire il faut un dispositif. Je crois beaucoup au dispositif parce que le dispositif, il organise le chaos. Il organise l'inorganisation. Il donne un cadre. Et le cadre, c'est quelque chose qui sécurise. Très souvent, les élèves dans ce type de classe sont en insécurité, et en insécurité les uns vis-à-vis des autres. Parce que tout le temps, ils ont l'impression donc qu'ils vont être agressés, qu'ils vont être injuriés. Donc, voilà. Donc, alors, comment faire en sorte qu'on entre dans un processus, disons, de sécurisation? Eh bien, il faut du cadre. Le cadre, c'est un contenant psychique des pulsions. Ça, c'est ce que nous disent donc les psychanalystes, un contenant psychique des pulsions. C'est-à-dire que les pulsions, à ce moment-là, disons, sont canalisées. Hein, Freud disait que c'est un phénomène, disons, de sublimation, hein, de transformer une pulsion d'abord en langage. Le passage au langage est extrêmement, disons, important, parce que la langue, si vous voulez, donc suspend la violence, et parce qu'en même temps, c'est la condition de pouvoir penser. On ne peut penser, en tout cas philosophiquement, que par et dans la langue. Donc il va falloir être à un niveau linguistique, ou disons plus généralement, disons langagier. Donc un cadre, ça c'est le contenant des pulsions, et un sujet, c'est-à-dire un contenu qui va être choisi comme motivant, disons, pour les élèves, parce que c'est un sujet, c'est pour ça que dans les DVDP, on cherche à ce que ce soit les élèves qui posent eux-mêmes la question. Parce que quand un élève pose lui-même, disons, une question, c'est que quelque part, il a envie d'une réponse. Donc, il est prêt à se mettre devant la question puisque c'est lui qui l'a posée. Et c'est intéressant aussi d'avoir des questions qui sont collectives. C'est le passage de la question individuelle à la question collective mais qui est beaucoup plus facile en philosophie, parce que le passage d'une question individuelle à une question collective, quand c'est une question existentielle, elle intéresse tout le monde.
Et donc, du coup, si vous voulez, les questions dont on parlait tout à l'heure, les questions vives notamment, hein, la mort, l'orientation donc sur le genre, etc., le rapport entre les filles et les garçons, etc., notamment au niveau de l'adolescence, ce sont des sujets extrêmement motivants, disons, pour les élèves. Ben, le problème, c'est que pour en discuter, il faut du cadre, il faut arriver à élaborer quelque part une façon de poser les questions, de les formuler, et la formulation, elle peut se travailler quelque part, disons, avec les élèves. Hein. Et puis à ce moment-là, donc à cause du cadre, on commence petit à petit, disons, à en discuter. Mais ça s'apprend. Et c'est pour ça que l'éthique communicationnelle, elle se construit. C'est pas seulement en disant on ne se moque pas, bon, etc. Ça, il faut le dire, hein, si vous voulez. Donc bon, mais c'est pas parce qu'on le dit que ça va forcément, disons, s'appliquer. Donc tout le problème, c'est à quelles conditions on va mettre en place un cadre qui soit suffisamment sécurisant pour les élèves, où les élèves sachent qu'ils seront écoutés quand ils disent quelque chose, pas seulement écoutés, mais compris, et là on retombe sur la pédagogie coopérative, où on considérera que ce qu'ils ont dit est quelque chose d'intéressant. Au fond, beaucoup de ces élèves pensent que, souvent parce qu'ils ont des difficultés à l'école, etc., ils sont pas intéressants. Et que ce qu'ils disent, finalement, c'est pas intéressant. C'est-à-dire, ils n'assument pas leur pensée, si vous voulez, en jeu, JE. C'est-à-dire comme une pensée qui est personnelle. Comme une pensée... Jacques Lévy le dit, ce qui peut être intéressant dans ces ateliers, c'est qu'on leur fait faire l'expérience du cogito, du « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire l'idée finalement qu'ils sont des êtres parlants pensants, des parlêtres, comme disait Lacan, et des pensêtres, des êtres qui pensent. Et quand un élève fait l'expérience d'exprimer une pensée qui est écoutée et qui est trouvée intéressante, et le prof est là pour précisément donc, insister, pour faire de l'élève, Jacques Lévy disait, un interlocuteur valable. Considérer que ce qu'il va dire, ça peut être intéressant. À ce moment-là, on peut commencer à accompagner les élèves, si vous voulez, dans ce que vous dites, c'est-à-dire, à les accompagner. J'aime bien le mot accompagnement. Et quand on accompagne, on n'est pas devant et on n'est pas derrière, on est à côté. Avec. Et donc, quelque part, si vous voulez, donc moi je crois beaucoup à la construction d'une socialisation cognitive dans la classe. Pour être intervenu beaucoup dans des zones d'éducation prioritaire, pour avoir travaillé en SECPA, je me suis aperçu des effets que produit la discussion à visée démocratique et philosophique sur des groupes qui manquaient précisément de de cohésion. Ça se construit. C'est pas au premier coup qu'on y arrive. Hein. Au contraire, au début, c'est le chaos. Mais comment progressivement on va passer du chaos à de l'organisation? Eh bien, c'est ça qu'on appelle un accompagnement. Alors moi, j'ai pas de solution miracle, mais j'essaye pour avoir beaucoup réfléchi et pratiqué, si vous voulez, donc sur ces questions, à donner un certain nombre de pistes, mais qui ne prendront encore qu'à partir du moment, disons, où vous les ferez vôtres, quoi. Donc, essayez par exemple de commencer à mettre un élève chef de la parole. Prenez le leader ou un des leaders de la classe. Le chef de la parole, il a le pouvoir de donner la parole aux autres, mais il ne se donne pas la parole à lui-même. Il n'a rien perdu de son leadership en tant que chef de la parole, mais il n'empêche pas les autres de s'exprimer, puisque son travail, c'est de donner la parole aux autres. Un leader qui donne la parole aux autres, ça commence à devenir intéressant. Vous voyez ? De la même manière, disons, un reformulateur timide au début, un timide, vous le mettez reformulateur. Il n'ose pas intervenir dans le groupe, mais pour reformuler l'idée à ce moment-là d'un de ses camarades, ça, il va peut-être pouvoir le faire. Là aussi, il faut jouer sur la dynamique du groupe, c'est-à-dire sur quelle fonction va mieux à tel ou tel élève, par exemple, si vous voulez. Lorsqu'on met, par exemple, des observateurs dans une DVDP, il faut leur donner un cahier des charges extrêmement précis. Ben sinon, ils baillent au cornier, ils discutent avec celui qui est à côté, etc. Si vous lui préparez une petite feuille sur laquelle, au fur et à mesure que les choses se passent, il doit marquer telle ou telle chose, qui parle à qui, par exemple, ça c'est l'observation du réseau de parole dans le groupe, etc., etc. Il a une tâche. Il est donc occupé. Hein, vous voyez. Donc voilà, voilà, je donne
quelques éléments, si vous voulez, donc, mais qui essayent de donner du sens un petit peu au fait d'essayer d'accompagner, disons, les élèves. Mais en fait, ce que je vois, c'est que avec le travail que vous avez commencé à faire, ben vous êtes arrivé, disons, à un certain nombre de choses, quoi. Et ça, c'est important. Moi, je crois, si vous voulez, au dispositif provisoire qu'on va améliorer petit à petit. Moi, ce que je mettais toujours en premier, c'était le président de séance. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, notamment un garçon, pour être chef de la parole. Et puis après, il faut que ça tourne, mais au départ. Et puis au début, je mettais un reformulateur. Des fois, c'était quelqu'un qui était un bon élève au niveau scolaire, hein, mais qui osait pas parler. Mais je commençais par mettre dans un reformulateur, dans le rôle de reformulateur, ce type d'élève. Il faut jouer, si vous voulez, sur les différents rôles que les élèves jouent, des rôles dans les classes eux-mêmes, déjà spontanément. Des rôles au niveau des rapports de force, au niveau de etc. Et il faut utiliser ces rôles sans les leur enlever, mais en les détournant. Et ça s'appelle la ruse pédagogique, disait Rousseau. Alors je veux quand même à revenir et dire quelques mots sur les questions vives, les questions socialement vives. Les questions socialement vives, il faut les traiter en atelier philo. Alors dans le midi, on dit si on se les sent. C'est-à-dire si on sent qu'on est capable d'aborder la question. Je veux dire, un élève a un parent qui a été mort, on est au courant, etc., disons dans la classe, etc., il vient de décéder, etc. Est-ce que c'est le moment ou pas pour en parler? Faut réfléchir. Est-ce qu'on se sent, si vous voulez, ça peut être très déculpabilisant pour un élève de parler de la mort d'une manière absolument abstraite, alors qu'il vient d'être confronté concrètement, disons, à la mort. Parce qu'on met des mots sur quelque chose qui est irreprésentable, si vous voulez. Parce que c'est une façon d'apprivoiser, disons, quelque part. Donc moi, je pense qu'on peut traiter de la question de la mort avec les élèves, mais peut-être pas sur le coup. Laissons passer 1 semaine, 2 semaines, quand il y a eu un décès, disons, dans la classe. Et puis, préparons-nous. Prenons des médiations. Il y a maintenant pas mal d'albums de jeunesse ou de romans qui abordent avec du niveau de ces élèves pour aborder la question de la mort. Utilisons un support immédiatise. On s'identifie toujours au héros. Hein. Le héros, il est assez près de moi pour que je m'identifie, mais il est loin de moi puisque le héros, c'est pas moi. Et donc, c'est une bonne médiation, finalement, le héros d'album de jeunesse, si vous voulez, pour aborder, disons, les questions sensibles. Et puis, surtout, essayons de réfléchir un petit peu, disons, à la question, disons, de l'argumentation, quoi. Voilà. Et je dirais la même chose, bon, une fois dans la classe de Sylvain Connac, on avait traité, dans sa ZEP, là où il y avait 80% de musulmans, on avait traité, est-ce qu'il y a une religion qui est plus vraie que toutes les autres? Intéressant, ça, dans une classe de 80% de musulmans en ZEP. Et voilà, seulement on était dans une classe coopérative, donc Sylvain, il avait déjà mis les élèves, disons, en confiance, etc., etc. Alors, il faut préparer, voilà. Mais il me semble que la meilleure préparation, ce sont des questions. Préparer une liste de questions. Parce que face à une question, il y a toujours des mains levées pour répondre à la question qu'on pose. Donc, pour relancer un débat quand il s'épuise, hop, vous posez une question. Quand les élèves sont en train, disons, de se disputer, par exemple, hein, quand le conflit cognitif, le conflit des idées commence à devenir un conflit entre personnes, hein, quand il devient, quand ce n'est plus un conflit socio-cognitif, mais un conflit interpersonnel, à ce moment-là, moi, je remonte à la question. Attendez, quelle est la question qu'on pose? Vous pouvez me reformuler votre question? Et puis ensuite, par rapport à ça, un tel, qu'est-ce qui soutient comme thèse par rapport à cette question? Et un autre, qu'est-ce qui soutient comme thèse par rapport à cette question qui est en contradiction avec la première? Maintenant, dites-moi quelles sont les 2 réponses à la question qui est posée. Et je m'adresse à ce moment-là ostensiblement aux autres élèves, et pas à ceux qui étaient en train de s'insulter. Et vous, les autres, qu'est-ce que vous pensez des 2 réponses contradictoires à la question qui vous est posée et qui est écrite au tableau, là? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je détourne à ce moment-là, si vous voulez, l'attention de la dispute. Alors vous allez me dire, c'est de la ruse pédagogique. Oui, c'est de la ruse pédagogique et je l'assume, mais c'est aussi une approche dans la finesse du grain de ce que c'est qu'une dynamique de groupe, si vous voulez.
Donc, comme sur les questions sensibles, moi je dirais simplement préparer la chose, juger utile de savoir si c'est le moment ou pas, disons, de la traiter, rester complètement dans le questionnement, ne donnez jamais votre propre point de vue, dans le cadre de la téléphilo, hein. Ne donnez jamais votre propre point de vue, et utilisez si nécessaire l'avocat du diable, au sens où je l'ai défini, disons, tout de suite, et préparez par des questions, disons, cette question. Voilà. Merci Monsieur Tozzi. Alors dernier témoignage. Voilà, on était au collège, on va passer au lycée. Et dans un lycée qui représente une structure un petit peu plus particulière, puisque c'est un micro-lycée. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure dans une de vos expériences. Donc, micro-lycée qui accueille des élèves décrocheurs, qui ont connu des ruptures, qui sont un peu fâchés avec l'école, avec les adultes, avec le monde qui les entoure, et qui, au micro-lycée, essayent de repasser leur baccalauréat et qui sont accompagnés par des équipes d'enseignants qui utilisent de très nombreuses ruses pédagogiques, comme vous les avez appelées, pour essayer de redonner confiance à ces élèves et leur permettre de repartir sur la ligne de la réussite scolaire. Et Madame Briand, qui représente le micro-lycée du 93, va nous partager une expérience qui est menée autour de la parole des élèves. Je travaille je suis enseignante de français et coordinatrice au sein du micro-lycée 93, qui est une structure de retour à l'école pour des jeunes de 16 à 24 ans qui ont décroché du système scolaire pendant une période minimum de 6 mois, ce qu'on appelle la parenthèse du chagrin, et qui souhaitent reprendre une scolarité afin de passer le baccalauréat général dans notre micro-lycée en 2 ans pour nous, étant donné qu'on a les niveaux première et terminale. Donc c'est un recrutement un peu particulier qui se fait sur la base du désir d'école des élèves. C'est pas des jeunes qui nous sont envoyés de l'extérieur, ce sont des jeunes qui viennent se présenter à nous et qu'on accueille après un entretien de candidature d'1 heure qui est réalisé par 2 enseignants-enseignantes et avec ensuite quelques tests écrits. Mais c'est toujours avant tout ce désir d'école, cette motivation première qui va conduire l'élève à pouvoir venir chez nous ou pas. Donc notre public est constitué de jeunes qui n'ont auparavant pas trouvé leur place au sein du système scolaire ou qui en tout cas à un moment ou à un autre ont été meurtris par l'institution. Et il s'agit donc de tester des choses forcément un peu différentes, de poser un cadre, peut-être au sens où vous l'aviez défini, Monsieur Tozzi, tout à l'heure, qui puisse être à la fois cadrant et aussi réparateur. Donc on a une structure à la fois au sein de l'institution scolaire et un tout petit peu à côté. Donc je vais me permettre ce même pas de côté dans le dispositif que je vais vous présenter parce que je vais pas parler d'un dispositif qui met en scène la parole de l'élève au sein de la classe, mais plutôt dans un cadre interindividuel, étant donné que je voudrais parler de la référence. Donc au sein du micro-lycée 93, comme dans les autres micro-lycées de l'Académie de Créteil, tous les enseignants suivent chacune 4 à 8 élèves avec lesquels ils ont rendez-vous en interindividuel toutes les semaines, en moyenne une demi-heure. C'est ce qu'on appelle donc la référence. C'est complètement obligatoire et donc ça peut ressembler à une forme de tutorat comme c'est pratiqué dans un certain nombre d'établissements maintenant. Ce qui fait peut-être la différence avec un tutorat comme on peut le trouver dans un système scolaire traditionnel, c'est le côté obligatoire pour absolument tous les élèves. Donc chaque élève du micro-lycée a un ou une référente et va avoir rendez-vous avec cet enseignant tout au long de ces 2 années de scolarité, toutes les semaines. Donc il n'y a pas l'idée de quelque chose qui s'ajusterait en fonction de besoins spécifiques. C'est vraiment un cadre identique posé pour tous les élèves et toute l'année. Et il me semble aussi que ce qui fait la différence avec ce qu'on peut peut-être attendre dans des institutions, dans des établissements scolaires classiques,
c'est la très grande liberté de parole qu'on va pouvoir poser au sein de ces références. Et c'est ça qui me semblait important d'aborder aujourd'hui avec vous. C'est-à-dire que au sein de la référence, on part de l'idée qu'il n'y a pas de format prédéfini, que c'est chaque binôme prof référent, élève référé qui va trouver le modèle, le cadre qui lui conviendra et qui lui permettra d'avancer. Et en tant qu'enseignant, enseignante, professionnelle, on s'autorise à entendre absolument tout ce que l'élève pourrait avoir besoin de dire et ce qui va dans les limites où ça va avoir rapport avec sa scolarité. C'est-à-dire qu'on considère comme recevable et intéressant à accompagner tout sujet qui va être aide, appui ou au contraire bloquant pour la scolarité. Ce qui veut dire que pour certains élèves, on va évidemment beaucoup travailler sur le contenu scolaire, le contenu méthodologique, mais pour d'autres élèves, on va aussi en fait se trouver à aborder des terrains plus sociaux ou plus intimes, parce que c'est là que viennent se jouer les blocages qui ont rendu la scolarité précédemment difficile et sur lesquels il s'agit de travailler pour pouvoir, là au micro-lycée 93, avancer et dépasser des choses. Donc voilà, on va pouvoir se retrouver parfois à aborder des sujets que, voilà, à titre personnel, je me serais jamais attendue à aborder dans un cadre professionnel avec des élèves, comme l'accompagnement social pour la recherche d'un logement, comme la contraception, comme la gestion d'un budget. On peut suivre des élèves, par exemple, qui ont déjà des vies autonomes, qui ont des vies de famille, etc. Donc j'avais envie de vous parler parce que ça me semblait intéressant dans ce que ça redéfinit de ce qu'on peut entendre comme parole de l'élève au sein de l'institution scolaire. Et il me semble aussi que tout ce qui se joue dans ce cadre de la référence va ensuite être, est rediffusé dans le cadre de la classe entière, puisqu'en fait, c'est pour nous en fait le dispositif qui est un peu pilier de tout notre projet. Et on sent véritablement en fait que dans cet espace vont pouvoir se dire des choses qui à un moment donné créent comme une sorte de pacte de confiance et qui va directement en fait permettre à l'élève de trouver une assise, une posture en classe qui n'était pas celle d'avant. Vous évoquiez, Monsieur Tozzi, le moyen de transformer l'effet tas d'élèves en tout, passer du tas au tout. Et il nous semble en fait que dans l'espace de la référence se dit parfois des choses que les élèves ont besoin de venir déposer pour pouvoir ensuite en fait trouver une place qui va permettre une cohérence et qui permet ensuite au groupe classe d'avancer. Voilà. Enfin, tout mon travail avec la réforme du lycée, notamment la dernière partie du grand oral, qui demande aux élèves en fait d'interroger, de formuler, de mettre en mots leur parcours d'élèves, leur parcours d'orientation, leur regard sur l'orientation, sur leur parcours d'élèves. Il nous semble en fait que ce travail de référence est quelque chose qui les y prépare vraiment et qu'on peut ensuite retravailler dans le cadre de l'accompagnement vers le grand oral. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous raconter. Ensuite, dans ce que ça soulève, évidemment, ça soulève plein de questions. Voilà, c'est parfois très lourd. On a des élèves qui arrivent avec on n'est jamais sorti de l'école pour des raisons anodines. En fait, les élèves avec lesquels on travaille sont des élèves qui ont des parcours qui peuvent être extrêmement douloureux, qui nous racontent. Et ça peut être parfois extrêmement douloureux, en fait, aussi de les entendre et de les recevoir. On peut se demander aussi, en fait, si on est toujours dans les limites professionnelles de notre métier. La question du cadre, voilà, elle se pose aussi par rapport à nous. Qu'est-ce qu'on peut accueillir et contenir? Je pense que cette idée, en fait, de toujours revenir à quel est le lien avec la scolarité de l'élève, en fait, de quoi le ou la jeune a besoin de parler pour avancer dans sa scolarité, c'est ce qui nous permet
voilà, de rester un peu sûr qu'on est sur le bon fil professionnel qui est le nôtre. Et ensuite, on a en fait ce travail de partage en équipe qui est extrêmement fort et qui nous permet en fait de jamais rester seul avec ce que les élèves viennent déposer au moment de la référence. Parce qu'il y a cette parole des élèves en interindividuel en référence à laquelle va venir faire écho la réunion des enseignants qui a lieu toutes les semaines, 3 heures le jeudi matin de 9h à midi, et au sein de laquelle constamment en fait on va rediscuter des problématiques des élèves, des urgences, des solutions qu'on peut mettre en place collectivement et donc qui permettent de rétablir toujours ce cadre et peut-être aussi les limites de notre professionnalité. Voilà. Après, c'est des questions évidemment qui restent ouvertes. Merci beaucoup pour cet autre témoignage complémentaire qui interroge plus le hors-classe et une autre forme d'accompagnement des élèves tout aussi important. Alors, Monsieur Tozzi, on va peut-être vous demander un petit défi puisqu'ils arrivons, l'heure passe. On va vous laisser réagir, bien sûr, parce que c'est très important. Et puis, je vais regarder la montre un petit peu, mais on va vous laisser un quart d'heure, on va dire, pour partager ce dernier élément très, très riche. Merci, Monsieur Tozzi. On vous laisse réagir. Ah, s'il y avait beaucoup de micros lycée en France. J'ai travaillé un peu avec celui de Grenoble, où Rémi David commençait la philosophie avec les élèves, même en 3e. Et ils avaient un cursus de philosophie de la 3e à la classe terminale. Et c'était intéressant de voir comment une discipline qui ordinairement n'enseignait qu'en classe terminale pouvait être enseignée, disons, sur plusieurs années et en amenant la notion de progressivité. Une notion de progressivité qui en classe terminale de philosophie est pas évidente, puisqu'on a une seule année pour pouvoir former les élèves donc à passer le baccalauréat. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans ce que vous avez dit, c'est la référence, ce que vous appelez la référence, où le référent, c'est un enseignant ou une enseignante qui très régulièrement, et tous les élèves, y passent à un dialogue interindividuel avec un enseignant ou une enseignante qui est son référent. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, je dirais, dans l'enseignement. Dans l'enseignement, un enseignant, il a affaire à des groupes. Il a affaire à des groupes classes. Plus rarement à des individus. Alors, il existe bien donc la fonction de professeur principal, qui notamment a pour objectif de pouvoir, sur des problèmes d'orientation, aider ou accompagner tel ou tel type, d'élèves. Mais c'est pas une institutionnalisation à proprement parler. La fonction de professeur principal est institutionnalisée, mais pas le rite, si vous voulez, je sais pas s'il faut l'appeler le confessionnal ou autre. Dans une école laïque, ce serait quand même un peu paradoxal. Moi, ce qui m'a le plus interrogé, alors donc, moi, je trouve quelque chose de fondamentalement, disons, positif à ces temps institutionnels de parole, duel, entre un élève et son enseignant ou son enseignante. Ça me semble absolument, disons, fondamental. C'est peut-être le meilleur exemple qu'on peut donner de ce que c'est que écouter la parole de l'élève dans une institution. Ça implique, et tout de suite, et vous l'avez signalé, la question de la posture. Parce qu'à vous écouter, il y a bien le fil directeur de tout ce qui touche à la scolarité de l'élève. Mais immédiatement, on s'aperçoit que derrière la scolarité de l'élève, il y a ses conditions de logement, il y a ses conditions de travail, donc éventuellement, parce qu'un certain nombre, disons, de travail ou de vie, de famille, vous l'avez aussi sollicité, etc., etc. C'est-à-dire que derrière l'élève, il y a une personne. Et une personne, on ne peut l'appréhender que globalement, et pas en la coupant en tranches. Là, finalement, donc là, c'est l'élève et sa scolarité, voilà. Et j'ai configuré quelque part, disons, le thème où j'ai explicité quelque part la thématique de cette relation interindividuelle. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes. Et chaque fois qu'un élève arrive, il dit ce qu'il a envie de nous dire ou ce qu'il peut nous dire.
Et donc du coup, c'est sa vie qui arrivait, pas sa vie coupée en tranches. Bon, voilà. Donc là, la posture, c'est sachant que un enseignant n'est ni une assistante sociale, on nous le dit suffisamment, du côté des conservateurs, ni une psychologue ou un psychologue. Il y a un changement, disons, de posture de l'enseignant. L'enseignant, certainement, est beaucoup plus du côté de l'éducation, beaucoup plus de l'éducateur, ou à la limite de l'animateur. Dans la DVDP, je parle d'animateur, moi, et pas d'enseignant, qu'enseignant. L'enseignant est peut-être très connoté transmission cognitive, si vous voulez. L'éducateur se préoccupe beaucoup plus d'abord de là où l'élève va, éduquer, c'est mener, disons quelque part, conduire, hein, éduquer, conduire, en même temps éduquer, nourrir. Bon, il nourrit, mais en conduisant, disons quelque part. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un éducateur? À l'école, c'est quelqu'un qui est capable d'accompagner l'élève dans sa scolarité et plus globalement dans sa personne. Ce qui fait qu'effectivement, là, on est en train de changer quelque part un petit peu de professionnalité. Il y a un certain nombre d'enseignants sont d'accord avec ça et d'autres enseignants ne le sont pas. C'est pour ça que est-ce qu'il y avait uniquement des volontaires au micro-lycée? Oui, voilà, bon. Donc ce sont des gens qui rentrent volontairement, disons, dans cette expérience et en sachant que ça demandera aussi beaucoup de mise en question, quelque part, disons, d'ajustement. Ce qui m'a intéressé, oui. Si je peux me permettre, non seulement on décide de venir travailler au micro-lycée, mais idéalement, on se choisit aussi en équipe. D'accord. Et c'est assez important, en fait, pour avoir aussi ce plaisir-là, en fait, de retisser tout le temps entre nous le filet autour des élèves, quoi. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est le travail d'équipe qui permet de sortir du tête-à-tête. C'est-à-dire qu'un élève qui voit, par exemple, toutes les semaines, disons, son référent, etc., il se crée des liens. Il se crée des liens, et des liens qui peuvent même être très, très importants, dont on se souviendra peut-être longtemps dans sa vie, hein. Donc il se crée quelque chose là qui est important. Et c'est important que ce tête-à-tête soit quelque part mutualisé. C'est-à-dire que la parole entre l'élève et l'enseignant fasse l'occasion d'un partage à l'intérieur d'une équipe qui elle-même est capable d'entendre l'enseignant parlant de l'élève. C'est-à-dire que c'est là où il faut réfléchir aussi sur l'intérêt, disons, de cette équipe. Se réunir quand même 3 heures pour parler de ces problèmes-là par semaine, c'est pas rien. Je veux dire, on a là une institution, disons, qui laisse beaucoup de temps à la parole aux élèves, mais aussi la parole aux enseignants et la parole aux enseignants sur les élèves. Donc du coup, si vous voulez, à mon avis, c'est très sain. Hein, je parle de santé mentale, si vous voulez, que ce tête-à-tête soit mutualisé. Parce qu'il nous sort finalement de ces jeux d'identification qui peuvent toujours se produire chez des adolescents et des adolescentes vis-à-vis d'un adulte sexué, hein, et qui en même temps, avec lequel ils ont une relation, disons, qui est très proche. Donc c'est très important. Et je crois que il faut bien saisir à ce moment-là votre dispositif comme un système. Un système, c'est-à-dire un ensemble de variables. Ici, ce sont des institutions, au sens de la pédagogie coopérative, en interdépendance les unes avec les autres. Et c'est ça qui donne sa cohérence peut-être au micro-lycée, c'est que la référence renvoie finalement à ce qui va être dit, disons, dans l'équipe. Ce qui est dit dans l'équipe va envoyer aussi à la référence ou aux élèves, disons, eux-mêmes, à l'élève individuellement ou à l'élève en classe, hein, puisque voilà. Et donc du coup là, il y a un aspect qui est systémique, c'est-à-dire qui forme un système. Et je crois que le système éducatif aurait grand intérêt à s'inspirer de cette innovation comme celle du micro-lycée pour précisément rebattre un peu les cartes par rapport aux relations entre les enseignants et les élèves. Bon, j'essaie de faire un court parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Vous avez encore 5 minutes, Monsieur Tozzi, si vous voulez. Bon, j'ai un texte de support. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Hein, voilà, donc comme ça, on mettra tout sur le site avec voilà. la synthèse, etc. Comme ça, j'aurais tout dit ce que je n'ai pas le temps de dire. Mais disons, donc peut-être pour conclure, on vient d'entendre 3 expériences différentes, très différentes. Une au niveau de la maternelle, une au niveau du collège, au niveau du lycée.
ainsi au cours de l'élève, durant un petit peu, disons, sa scolarité. Le lien commun entre trois expériences, c'est quelque part, disons, la parole de l'élève. Alors la parole de l'élève, c'est très important au niveau de l'école maternelle parce que les élèves arrivent en sachant quand même un peu parler. La plupart, sauf vraiment handicap, disons cognitif, etc. Donc ils arrivent en sachant quelque part parler, mais ils ne savent pas encore ni lire ni écrire. Et toute la spécificité de l'école maternelle, ça va être précisément d'affiner quelque part cette parole, c'est-à-dire de la confronter aux normes linguistiques, voilà, du français. C'est un exercice, disons, de français, la parole orale comme la parole écrite, mais ça ne va pas écrire, disons, à cet âge-là. Donc, il va falloir affiner linguistiquement cette première parole avec laquelle l'élève vient, et puis essayer de débloquer aussi des élèves qui ont énormément, disons, de difficultés à prendre la parole. Car le propre de la parole à l'école, c'est qu'elle se prend en groupe. Et prendre la parole en groupe, c'est quelque chose qui est très fort concernant la question de l'estime de soi. Ne pas oser, ne pas oser prendre la parole, c'est être balbutiant dans son identité, de jeu, de jeu, parce que la parole, elle expose. Non seulement elle expose ce qu'elle a à dire, mais elle expose le sujet lui-même. La parole est toujours la parole, disons, d'un sujet, et d'un sujet qui va se construire en relation avec le langage. Et comme le langage se co-construit en relation avec la pensée, cette espèce de triangle qu'il y a entre l'identité d'un sujet, sa façon de parler la langue, qui est la parole. La parole, c'est la façon dont un sujet s'approprie une langue, au point de vue, disons, linguistique. Et puis là, puisqu'il n'y a pas de pensée, finalement, au moins de pensée réflexive, sans langage. Donc on est là à un niveau, si vous voulez, donc de l'école maternelle, où on est dans le travail plénier de ce que c'est que la construction identitaire d'un sujet, la construction sociale de ce que c'est que prendre la parole en public, et là on est déjà quelque part dans l'association et dans la citoyenneté. Donc il y a des tas d'enjeux de la parole à l'école maternelle qui sont importants. Ces enjeux vont se poursuivre lorsqu'on arrive, disons, au collège. Et au collège, on va se heurter aussi à une diversité de disciplines. Et où l'usage finalement de la parole va être différent aussi selon les différentes disciplines. D'où l'intérêt précisément de l'interdisciplinarité. Parce que on ne met pas dans les différentes disciplines le même sens au même mot. On a fait tout un travail au cahier pédagogique donc sur l'interdisciplinaire. Bon, comment un mot en maths et en physique, par exemple, prenons le mot vecteur, par exemple, ou des choses comme ça n'a pas le même sens. Donc du coup, il y a tout un travail des équipes aussi pour comprendre ce qu'ils se disent entre eux à l'intérieur, disons, de leur corporation. Donc on aborde ce problème, disons, de la culture, disons, au niveau du collège, c'est-à-dire une culture qui va être beaucoup plus, disons, diversifiée. Et il va falloir parler selon des registres. Alors le registre à l'école, c'est le registre scolaire. Il est extrêmement, disons, normé. Eh bien, normé d'abord par la langue, mais aussi par l'usage de ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Et de la façon dont se dit et de la façon dont ça ne se dit pas. Et donc là, on va être, je veux dire, conformé, on peut dire, mise à la forme scolaire de ce que c'est quelque part, disons, que la parole. Et ça va être très important de trouver précisément, disons, des moments, comme la DVDP par exemple, où cette parole va un peu se déscolariser, parce qu'elle ne sera plus sous la contrainte de la forme scolaire, mais où elle est encore dans l'institution, mais à côté. Par exemple, donc au micro-lycée, on a vu, tout ce qu'on a entendu, c'était hors cours. Et donc c'est de la parole dans le cadre de l'institution, mais qui est une parole qui est relativement, disons, déscolarisée. Et je trouve que l'exemple du référent est aussi important que celui de la DVDP, par exemple, pour montrer ces moments où dans l'institution, on est un peu à contre-courant de l'institution, mais qui va aussi dans le sens de l'institution. C'est assez complexe, ce style-là. Et évidemment, cette parole se poursuit au lycée, où elle devient de plus en plus, disons, réflexive. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne commence pas la philosophie en seconde. Hein. Il y a quelques expériences qui sont faites maintenant, disons, au niveau de la première et maintenant au niveau du lycée professionnel. Les élèves des lycées professionnels étaient les seuls à ne pas avoir au baccalauréat, disons, de philosophie. Mais ça, c'est le prof de philo qui parle. Donc, cette parole, elle va être travaillée, mais de manière différenciée,
dans le cursus scolaire. Et moi, ce que j'ai trouvé dramatique, puisque j'ai été, après avoir été 26 ans professeur de philosophie en classe de terminale, j'étais 12 ans professeur à l'université de Montpellier, c'est que plus on monte dans le système scolaire, moins ça parle. On dirait que le système scolaire, c'est une machine à éteindre la parole de l'élève. Et moi, au niveau de l'université, j'étais là, sur mon estrade, avec 300 étudiants, disons, devant moi, avec mon micro, mais j'ai acheté un micro pour les élèves qui circulait dans l'amphi pour que les élèves soient à égalité de décibels avec moi. Alors, c'était très intéressant de voir quelles étaient précisément, disons, leurs réactions. Il y en avait qui lâchaient ce micro, qui le passaient vite à côté, etc., pour s'en débarrasser. Et il y en a simplement qui prenaient le micro parce qu'il leur était offert et qui passaient là. Donc, vous voyez que l'éducation, disons, à la parole, elle peut et à la parole orale, parce que la parole, c'est le moyen de se situer par rapport à autrui par la socialisation. C'est le moyen de se socialiser citoyennement par l'apprentissage, disons, de la parole en public. C'est le moyen d'arriver à exprimer sa pensée, parce que plus le langage devient sophistiqué, plus la pensée peut être précise, si vous voulez. Et puis, je n'ai rien dit, mais bon, tant pis. Des rapports entre la parole et l'écrit, parce que donner la parole à l'élève, c'est aussi lui donner la possibilité de s'exprimer par l'écrit, et puis d'essayer d'articuler l'oral et l'écrit. Et ça me semble très très intéressant, parce que la parole orale, la parole vive, comme disait Ricoeur, et l'écrit ont chacun leurs avantages et leurs limites, voire leurs inconvénients. Platon disait par exemple que la parole orale, la parole écrite, c'est un peu dramatique parce que quand on lit quelqu'un, il n'est pas là pour nous répondre, et quand il est mort, alors là, c'est encore plus catastrophique. Aucun dialogue donc n'est possible. Voilà ce que disait Platon de l'écriture dans le mythe de Thoth. Voilà. Donc, par contre, l'oral aussi a un certain nombre, disons, alors il y a le gros avantage évidemment de l'interlocution, c'est-à-dire d'avoir un vis-à-vis et d'avoir le feedback de toutes les impressions aussi que produisent mon discours sur l'autre, hein, tout ce qui est du domaine de gestes, du visage, etc. Donc bon, tout le non-verbal, si vous voulez. Et puis en même temps, il me répond, l'autre, hein, quand je lui dis quelque chose. Et donc, cette interlocution est extrêmement importante pour développer moi-même, disons, ma propre pensée. Et ça, c'est l'usage réflexif de la langue. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur l'usage réflexif de la langue, qui est fondamentalement différent de l'usage communicationnel de la langue. Fais-moi passer le sel, c'est du communicationnel. Hein. Est-ce que être un héros, c'est désobéir? Ça, c'est de la réflexion. Hein. Donc, c'est apprendre. Et le gros problème, c'est d'arriver à apprendre aux élèves à parler sur des registres de langues différentes. Il y a une façon de parler à son prof qui n'est pas admissible, ou de parler à son président, disons, de la République. Par contre, il y a des façons donc, d'enrichir sa palette, si vous voulez, disons, de registres linguistiques, et c'est très intéressant de faire des exercices comme ça avec des élèves, des exercices un peu rhétoriques, quoi. Voilà, bon, écoutez, j'arrête. Hein. Merci beaucoup, vraiment, pour tous ces éclairages. Merci à tous les intervenants et à tous les témoignages de cet après-midi. On va tout mettre en ligne sur le site, on va synthétiser, enrichir de ressources, de votre envoi que l'on mettra également en ligne, de l'enregistrement. Voilà, et puis des prochains rendez-vous en construction avec la CARDI autour du thème de l'autonomie de l'élève. On l'a abordé d'une certaine façon aujourd'hui, on poursuivra la réflexion. Et puis aussi une question qui a été sous-jacente aux différents témoignages, qui est celle de la professionnalité enseignante. Comment on se pense enseignant aujourd'hui? Comment on essaye d'être enseignant aujourd'hui? Avec Christophe Marsollier qui viendra aussi être grand témoin sur cette question. Voilà, un immense merci à vous tous. Une très belle fin d'après-midi. Encore une très belle année 2023. Plein d'échanges, plein de partages et de belles paroles poétiques, moins poétiques, franches, directes. En tout cas, profitons-en. Merci à vous et à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous CARDI. Merci, Monsieur Tozzi. Merci beaucoup.